Salut les gameuses et les gamers et bienvenue dans le fond de l'affaire. Cette semaine, on en finit avec Assassin's Creed. Bon, on l'a déjà dit, mais série débutée le 13 novembre 2007. Alors avant de commencer, faut savoir que l'épisode 1 avait pris 4 ans à finir, et le second 2 ans. Mais pour la suite, Ubi a décidé de passer au format « on balance un épisode par an », cher au cœur de leurs confrères d'Activision. Sauf que Jade Raymond, la productrice du jeu, se barre vu qu'elle passe à la tête d'Ubisoft Montréal. Et pire, Patrick Desilets, le créateur de la série, part carrément d'Ubisoft. La raison officielle, un désaccord créatif. En vrai, je pense qu'il s'est peut-être dit « tiens, ma trilogie va devenir une machine à faire des thunes ». D'ailleurs, c'est rigolo, parce qu'après s'être barré d'Ubisoft, il est allé chez THQ Montréal, qui a ensuite été racheté par Ubisoft. Du coup, il s'est rebarré. Bon, il est parti seulement 5 mois avant la fin du développement de Brotherhood, donc il avait quand même pas mal bossé dessus. Quand elle a développé le deuxième épisode, l'équipe s'est rendu compte qu'on pouvait faire un jeu entier à Rome. C'est pour ça que cet opus s'y passe en majeure partie. Brotherhood s'est d'abord appelé Épisode, mais le nom a été changé. D'ailleurs, plusieurs sites, dont un certain jeuxvideo.com, l'ont nommé Assassin's Creed 3 avant que le titre officiel soit dévoilé. Détail amusant, pour les précommandes du jeu, Ubi offrait la BO de Brotherhood, sauf que les fichiers indiquent qu'ils ont été encodés par un certain Arza13. Et bien ce gentil monsieur est un pirate bien connu qui distribue les BO des jeux sur les sites de torrent. Ubi a piraté sa propre BO pour la vendre. Intéressant. Cesare Borgia, le méchant du jeu, aurait été l'amant de Léonard de Vinci. Bon, ceci dit, il couchait avec sa propre sœur et a tué son frère. Un mec sympa. Oh, et son visage est celui du Jésus qu'on connaît. En effet, l'image du Jésus blanc vient de lui, parce que bon, apparemment ça faisait mauvais genre d'avoir un Jésus un petit peu bronzé. C'est le moment, les mystères du jeu vidéo. Quand vous jouez en tant que Desmond et que vous activez la vision de l'aigle à Monteriggioni, vous pouvez voir des traces de pas rougeâtres qui mènent de la villa jusqu'aux égouts. Nombre de joueurs ont des théories farfelues là-dessus. Alors en fait, c'est juste un ajout des développeurs pour aider les joueurs à rentrer au sanctuaire. Le plus grand intérêt d'être un assassin, c'est que grâce à la capuche, on voit pas ma calvitie. Allez hop, on passe à Assassin's Creed Revelations. Pour cet épisode, Corey May, le scénariste de la série, a cédé sa place à Darby McDevitt. Ce dernier avait scénarisé un jeu dénommé Assassin's Creed Lost Legacy, qui était censé sortir sur 3DS et fut annulé. Dedans, Ezio devait aller à l'est pour découvrir la cité de Masyaf et les origines de l'ordre des assassins. Revelations s'inspire énormément de ce jeu annulé. Mais Corey May n'était pas le seul à partir. Jusqu'ici, c'était Jesper Kyd, qui a aussi bossé sur Hitman et Borderlands, qui composait la musique. Mais il s'en va, et c'est un ami d'Hans Zimmer, Lorne Balfe, qui le remplace. Pour ceux qui connaissent pas Hans Zimmer, c'est lui qui a fait ça. Enfin, il y a aussi un changement de directeur créatif, c'est Alexandre Amancio qui prend la place de Patrick Desilets. Bon, son premier ajout au jeu, ça a été la phase de Tower Defense, qui n'a pas beaucoup plu. Nolan North, la voix américaine de Desmond, s'est plaint que les doublages ne soient pas réalisés en même temps et par les mêmes acteurs que la capture de mouvement. Avec son travail sur Uncharted, dans lequel il double le héros, il s'est rendu compte que lorsque les deux sont faits en même temps et par la même personne, le travail est bien plus facile. La dulcinée d'Ezio, Sofia, s'inspire directement du tableau Portrait d'une jeune Vénitienne de Dürer. Le directeur artistique du jeu a explicitement demandé à ce que cette peinture soit utilisée comme modèle. Allez, on quitte le bel Ezio et on passe à Assassin's Creed 3. Le travail dessus a commencé directement à la sortie du deuxième épisode, début 2010. Le jeu devait sortir avant fin 2012 car le scénario intègre la fameuse fin du monde de 2012. Du coup, nécessairement, si ça sort après la soi-disant fin du monde, c'est moins drôle. Et on change encore de directeur créatif. Alexandre Amancio passe la main à Alex Hutchinson. Comme on le sait tous, c'est toujours positif de changer de directeur créatif à chaque épisode. Pour cet opus, encore une fois, beaucoup d'historiens ont été consultés pour éviter erreurs et anachronismes. Ils ont rassemblé des tas d'archives pour pouvoir répondre à toutes les questions de l'équipe de développement. Ils ont même été jusqu'à demander des conseils à des spécialistes de la culture Mohawk. Contrairement à l'habitude hollywoodienne, la langue des Mohawks n'est pas directement traduite, ce qui permet d'avoir une vraie immersion, un côté plus réaliste. L'équipe est partie d'un petit groupe d'une vingtaine de personnes qui avaient presque toutes participé au deuxième épisode. Et ils ont rapidement décidé que la Révolution américaine serait le cadre historique idéal, les camps représentés correspondant parfaitement aux Templiers et aux Assassins.
Ils ont présenté alors une petite vidéo du gameplay et du scénario, puis ils ont engagé des spécialistes pour créer les modèles 3D, et ils ont amélioré le moteur du jeu afin d'avoir une plus grande carte et des changements de saison marqués. Pour les villes, l'équipe a utilisé d'anciennes cartes afin de recréer Boston et New York au plus proche, tout en diminuant l'échelle à 1/32e. Ils ont poussé le sens du détail jusqu'à utiliser des relevés topographiques pour respecter la hauteur des collines de Boston. Pour les combats, la violence a été augmentée d'un cran, car la période est certainement l'une des plus brutales de l'histoire. Ah, la magie du combat au corps à corps avec des armes à poudre. En plus, ils ont retravaillé le gameplay afin que le tout soit plus fluide. Pour respecter l'époque, les batailles navales sont une étape obligatoire. Elles ont été confiées à une équipe à part, à Singapour, pour mieux gérer le développement. Le pire dans la vie d'un assassin, ce n'est pas le danger de tous les instants, non. C'est ce putain de rhume des foins, saloperie de tas de paille. Le héros du jeu, à moitié indien, aurait dû être capable de scalper ses adversaires, de la même manière qu'on dépiote les animaux. Ce fut retiré déjà parce que c'était un peu trop violent, mais surtout parce que les Mohawks ne faisaient que très rarement ça. Par contre, ils avaient des coupes de cheveux intéressantes, et ça il faut le dire. Connor aurait dû posséder une lame au bout d'une chaîne, une sorte de lame cachée utilisable à distance. Elle fut abandonnée car un peu trop fantaisiste et remplacée par la dague à cordes. D'ailleurs, le véritable nom de la dague à cordes, c'est Shen Biao. Ah, et si vous ne le saviez pas, dans le second épisode, le personnage a failli avoir 3 lames secrètes comme le montrent des artworks. Assassin's Creed 3 a créé un petit scandale en Grande-Bretagne où la com du jeu montrant des assassinats de tuniques rouges, l'armée anglaise donc, a été perçue comme anti-britannique, à tel point que la version limitée du jeu ne fut pas vendue en Grande-Bretagne et en Europe. Ce qui est amusant, c'est que c'est principalement dû au fait que les sites américains coupaient les passages où le héros tuait des patriotes, les soldats américains. Ce scandale a plus ou moins continué jusqu'à la sortie du jeu où tout le monde s'est calmé en voyant qu'il n'était pas du tout anti-britannique, tapant même sur les pères fondateurs tant adulés outre-Atlantique. Anecdote rigolote, lors de la sortie du DLC La tyrannie du roi Washington, Fox News, la fameuse chaîne d'info américaine, a déclaré sur son site « Une entreprise de jeux vidéo française décrit George Washington comme un méchant sanguinaire devant être assassiné ». Alors même jusqu'à dire dans l'article en question « Ces mangeurs de grenouilles n'ont vraiment aucune éducation ». Pour revenir sur ce DLC, il était prévu que Connor tombe amoureux d'Aveline de Grandpré, visible dans Assassin's Creed 3 Libération sur PS Vita. Mais l'équipe abandonne l'idée en se rendant compte que les caractères des personnages étaient trop différents. Le directeur créatif, Hutchinson, insista pour intégrer l'opéra des gueux dans le jeu, disant que l'idée de faire écouter une demi-heure d'opéra à 10 millions de joueurs était jouissive. Normalement, le scénario aurait dû s'arrêter à ce 3e épisode, tout du moins, c'est ce que Patrick Desilets avait prévu. Mais Alexandre Amancio a déclaré lui que la série Assassin's Creed était composée de cycles, et qu'il pouvait y en avoir plusieurs. L'histoire est notre terrain de jeu, a-t-il conclu. C'est devenu le leitmotiv de la série. Faute de temps pour le développement, une grosse partie d'action fut retirée avant le combat de boss contre Ethan. Dans le manoir, si vous sifflez au bon endroit, une dinde apparaît. Si vous entrez le légendaire Konami Code, elle enfilera une capuche d'assassin. Anecdote inutile mais qui parle de Pokémon. Le doubleur américain de Connor est le même que celui de Pierre dans le dessin animé Pokémon aux États-Unis. Voilà, j'aime bien Pokémon. Do what you want 'cause a pirate is free. You are a pirate. You are a pirate. Yar, on enfile son chapeau de pirate et on embarque sur Assassin's Creed 4 Black Flag. Le sous-titre du jeu, Black Flag, est là pour bien appuyer le thème de la piraterie qui le différencie des autres Assassin's Creed. 2 livres ont beaucoup servi lors du développement. Le premier est l'histoire générale des pirates, qui a permis au jeu d'avoir une bonne base historique, mais aussi le fait de mettre une majuscule à chaque mot, comme le font les Allemands. Ça me rappelle les pseudos MSN avec une majuscule toutes les 2 lettres. Le second livre utilisé était La République des pirates, qui a permis d'établir de manière crédible la ville du jeu, Nassau. L'auteur du livre, Colin Woodward, a été une telle influence qu'ils l'ont même invité à rejoindre l'équipe. C'est l'anecdote pétard. La fameuse organisation protectrice des animaux a critiqué le jeu pour avoir implémenté la chasse à la baleine, disant que c'était honteux qu'un jeu vidéo glorifie cette pratique. Ubisoft a répondu qu'il ne tolérait pas plus la chasse à la baleine qu'il ne tolérait une vie de pirate remplie d'alcool, de pillage et de manque d'hygiène. Pour eux, il ne s'agit que d'une représentation d'événements historiques de la période choisie. Pour terminer cet épisode en beauté, passage coquin. En effet, le héros du jeu est le portrait craché du capitaine du film Pirates 2, Stagnity's Revenge.
film est un porno, mais pas n'importe lequel. C'est le film le plus cher de l'histoire du porno. 10 millions de dollars. Et ouais, parce que certes il y a du fessier et de l'entrejambe, mais il y a aussi des squelettes en 3D, une limace géante et un kraken. Et oui ma petite dame, parce que du porno oui, mais du porno avec des effets spéciaux. Bref, les deux héros ne partagent pas que leur visage, mais aussi leur nom. En effet, ils se prénomment tous les deux Edward. Bon, sur ce, c'est fini, alors restez branchés et continuez de surfer sur les internets. Bah, mais c'est bien, t'as mieux géré que les 2 dernières semaines, petit. Bah merci.